C'était le 10 avril 1912. Richard venait de partir de Southampton en Angleterre à bord du navire le plus célèbre de l'époque, surnommé l'Insubmersible. Comme il venait d'assister à une quasi-collision avec le SS City of New York, il décida d'écrire à sa femme pour lui raconter cet incident effrayant. « Ma très chère Sal, nous nous en sommes sortis hier après beaucoup de difficultés. » Il était loin de se douter qu'à peine 4 jours plus tard, sa plume et le bateau sur lequel il se trouvait seraient perdus à jamais au fond de l'océan Atlantique Nord. Était-ce là une sorte de mauvais présage? Richard a-t-il pressenti ce qui allait se passer à bord? Au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, Monsieur Richard Geddes était à bord du Titanic le jour où il a écrit cette lettre à sa femme. Le 14 avril 1912, le navire semblait perdu à jamais. Avec lui, de nombreux secrets et trésors se sont déposés au fond de l'océan. Il a fallu attendre 1985 pour que l'épave du Titanic soit enfin redécouverte grâce à une technologie sonar de pointe. Depuis, les scientifiques ont réussi à récupérer des milliers d'objets dans le bateau naufragé et un grand nombre d'entre eux ont été exposés ou vendus aux enchères. Par exemple, des bijoux, un gilet de sauvetage, un menu de restaurant du navire et même un morceau de moquette d'une cabine de première classe. Tous ces objets ont captivé l'attention du public, comme les diverses histoires des personnes à bord. Les scientifiques ont même cherché à remonter entièrement le Titanic afin de l'étudier convenablement et faire en sorte qu'il ne s'abîme pas davantage. Certains ont suggéré de remplir l'épave de balles de ping-pong pour qu'elle flotte jusqu'à la surface, et d'autres ont même envisagé d'injecter 180 000 tonnes de vaseline dans sa carcasse. Une autre stratégie envisagée consistait à utiliser quelques 450 000 tonnes d'azote liquide afin de piéger le vaisseau dans une sorte d'iceberg artificiel qui le ferait alors remonter par lui-même jusqu'à la surface. Mais toutes ces stratégies ont finalement dû être abandonnées, l'épave étant bien trop fragile pour être récupérée ainsi. Le Titanic est peut-être l'un des navires naufragés les plus intéressants. En tout cas, le plus célèbre. Mais les plongeurs en eau profonde ont encore beaucoup d'autres histoires à nous rapporter. Il arrive que parfois des avions se retrouvent au fond de l'océan. Des plongeurs qui exploraient les environs de l'île d'Oahu, dans l'archipel de Hawaï, sont tombés sur l'épave d'un avion F-4U Corsair. Il semble qu'il se soit écrasé dans l'océan en 1946 en raison d'un manque de carburant. Si tu pouvais plonger assez profondément, tu pourrais même tomber sur des statues et des objets disparus depuis très longtemps. Par exemple, les vestiges du seul parc archéologique sous-marin du monde au large de la côte de Naples, en Italie. On y trouve les ruines de l'ancienne ville romaine de Bayès. Les statues sous-marines qu'on peut y découvrir sont à couper le souffle, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans une tournure plutôt ironique des événements, une partie de l'équipement que nous comptions utiliser pour nous rendre sur la Lune a été perdue au fond de la mer pendant de longues années. Mais comment cela a-t-il bien pu arriver? À partir de la fin des années 60 et jusqu'au début des années 70, de nombreuses fusées Apollo ont été lancées en orbite autour de la Terre et de la Lune. Lorsque le véhicule spatial atteignait une altitude d'environ 61 km, son premier étage, comprenant les moteurs, se séparait du corps principal. On pensait alors que ses composants étaient détruits ou perdus à jamais. Vraiment? En 2012, une équipe de spécialistes a découvert un ensemble de moteurs de fusées à 4 km au large des côtes de la Floride. Après 2 ans de restauration, ils ont été confiés au musée de l'aviation de Seattle qui les expose au public. Peux-tu t'imaginer une ville entière plongée sous l'eau? En 2001, une telle ville a été découverte dans le golfe de Cambay, au large des côtes indiennes. Certains archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville de l'histoire. Pour comparaison, elle fait presque la taille de Manhattan et est constituée de murs massifs et de grandes places. Les plongeurs ont découvert des fragments de sculptures, des œuvres d'art et même ce qui semblait être d'anciens meubles en bois, vieux de 9500 ans, soit 5000 ans de plus que tout ce qu'on a pu trouver jusqu'ici. Ok, et maintenant, pourquoi pas une rivière sous-marine? Je ne peux même pas imaginer à quoi cela ressemblerait, mais des plongeurs affirment en avoir vu au sud de Tulum, au Mexique. Est-ce réellement possible? Eh bien, pas vraiment. Car le cénote Angelita n'est pas une véritable rivière, mais un type très spécial d'illusion d'optique. Formé par une halocline, c'est-à-dire un nuage de sulfure d'hydrogène présent au fond de cette grotte sous-marine. Mais il se trouve que tu peux nager à travers ce nuage, ce qui te donnera l'impression de te déplacer dans une masse d'eau en mouvement. On ne trouve pas seulement des objets inanimés sous l'eau. Certaines découvertes concernent également des créatures marines plutôt effrayantes. Tu aimerais probablement éviter les méduses si tu ne raffoles pas des piqûres.
Mais cette méduse géante, également connue sous le nom de méduse à crinière de lion, est la plus grande de son genre d'après ce que nous savons. En toute justice, tu ne tomberas dessus que si tu plonges dans les eaux des océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Tu ne pourras pas la rater, car elle mesure 36 mètres de long avec ses tentacules. Ceux qui pratiquent la plongée en eau profonde sont nombreux à rêver de découvrir un jour un trésor perdu. Un plongeur a touché le jackpot lorsqu'il est tombé sur un trésor d'une valeur de près d'1 million de dollars au fond de la mer. C'était en 2015. Ce plongeur chanceux nageait juste au large des côtes de la Floride. Qu'a-t-il trouvé ? Eh bien, environ 51 pièces d'or, 12 mètres de chaîne en or et une pièce unique et rare qui avait été taillée spécialement pour le roi d'Espagne, Philippe V. En parlant de trésors perdus, il est arrivé aussi que des plongeurs trouvent des bateaux pirates. Ils ont découvert l'une de ces épaves en 2015, au large de la côte colombienne, datant du XVIIIe siècle. La valeur de ce navire disparu a été estimée entre 4 et 17 milliards de dollars, car il contenait des richesses, des pierres précieuses, de l'or et d'innombrables d'autres objets de grande valeur. En comparaison, il y a une île entière, dans les Bahamas, qui est à vendre pour 75 millions de dollars. Un ordinateur est la dernière chose que tu t'attendrais à découvrir sous l'eau, n'est-ce pas ? Et s'il ne s'agissait pas d'un ordinateur ordinaire, mais d'un ordinateur ancien ? Un plongeur l'a découvert par hasard entre 1900 et 1901, sur le lieu d'un naufrage situé au large d'une île grecque. Les chercheurs pensent que cet étrange engin en pierre est la forme la plus ancienne d'un ordinateur. Il a été conçu à de nombreuses fins, notamment pour prédire les positions astronomiques ainsi que les éclipses sur le calendrier. Comme l'humanité a perdu la plupart des technologies de cette époque, il est incroyable que l'on soit tombé sur cet objet après des siècles. Cela nous a permis d'en apprendre beaucoup sur les Grecs de l'Antiquité. L'ordinateur se trouve maintenant au Musée archéologique national d'Athènes, si jamais tu voudrais le voir en personne. Ceci doit être l'un des endroits les plus mystérieux sur Terre. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la zone la plus profonde de tous les océans. Nous ne connaissons pas sa profondeur exacte, car il est très difficile de la mesurer, mais elle devrait faire environ 11 km et être 5 fois plus longue que le Grand Canyon. Des scientifiques ont étudié pour la première fois cet énorme trou en 1875 à l'aide d'une corde lestée. En 2012, le réalisateur canadien James Cameron a atteint le fond de la fosse à bord du submersible Deep Sea Challenger. Certaines des créatures les plus étranges de la planète vivent dans cet endroit, notamment la pieuvre Dumbo, le concombre de mer et le requin lutin. La fosse des Mariannes tient son nom des îles voisines, elle-même nommée Las Marianas en l'honneur de la reine espagnole Marianne d'Autriche. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain... Attendez, que distinguez-vous là-bas ? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur,
et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies, qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisées pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure,
totalise 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte, et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne, sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue.
Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers. Mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe, se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée aux voiles pourpres et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait.
Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. Que dirais-tu de faire un petit voyage dans le temps? Nous allons plonger dans l'histoire de la forêt amazonienne pour percer le mystère de ces cités perdues. Prends ton spray anti-moustique et embarque avec nous. La forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale au monde. L'environnement qui y règne peut être extrêmement difficile pour la vie humaine. Pourtant, la légende veut que l'Amazonie ait abrité des colonies tentaculaires dotées de richesses incommensurables. Cela pourrait-il être vraiment le cas? Ou n'est-ce rien d'autre qu'une lubie de notre imaginaire collectif? La légende d'Eldorado est peut-être le mythe à l'origine de tout cela. Lorsque les conquistadors européens ont entamé leur exploration des Amériques au cours du XVIe siècle, la rumeur s'est répandue qu'une civilisation amazonienne avait pour coutume de peindre leur chef en or, en guise d'offrande aux puissances divines. La légende d'El Hombre Dorado, alias l'homme doré, s'est rapidement diffusée en Europe. Les explorateurs se sont enthousiasmés à l'idée de découvrir une quantité infinie d'or quelque part au fin fond des jungles d'Amérique latine. Et, comme tu peux l'imaginer, les expéditions sur ce continent ont commencé à se multiplier chaque année. Il n'a pas fallu longtemps pour que les explorateurs découvrent cette civilisation. Ce peuple était connu sous le nom de Muiscas et résidait en actuelle Colombie près du lac Guatavita. Le peuple Muisca avait pour tradition de peindre son chef, appelé le Zipa, en or de la tête aux pieds. Au cours d'une cérémonie religieuse, le Zipa plongeait dans les eaux, répandant de la poussière d'or dans tout le lac. Pour les Muiscas, c'était une façon d'honorer et de rendre grâce aux puissances cosmiques auxquelles ils croyaient. Lorsque les explorateurs européens ont entendu parler de cette pratique, ils ont été stupéfaits. Pour eux, l'or était essentiellement synonyme de richesse et était employé à des fins commerciales. Ceci leur a laissé imaginer que le peuple Muisca devait jouir de véritables montagnes d'or, cachées quelque part au fin fond des jungles pour l'utiliser avec autant de largesse. C'est ainsi qu'est née la légende d'Eldorado. Ce qui était autrefois la pratique d'El Hombre Dorado a voyagé de bouche à oreille jusqu'à devenir Eldorado, une ville fictive qui était réputée pour abriter de faramineuses quantités d'or. La quête de cette cité perdue a conduit les Européens à dépenser d'immenses sommes d'argent pour arpenter la forêt amazonienne. Malheureusement pour eux, toutes ces expéditions sont revenues bredouilles. Enfin, pour celles qui sont revenues. Maintenant, faisons un bond au début des années 1900. En Angleterre, la Royal Geographical Society, une prestigieuse institution britannique, recherchait quelqu'un qui soit prêt à se rendre en Amérique latine pour tracer la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Plus précisément, la partie de cette frontière qui repose au cœur de la forêt amazonienne. Un certain Percy Fawcett, passionné d'Amérique latine, s'est volontiers proposé pour s'acquitter de cette tâche. Il est important de noter que la forêt amazonienne est d'une taille comparable à celle des États-Unis. Elle s'étend sur 8 pays, dont le Brésil, le Pérou et la Bolivie. Et crois-moi, s'y déplacer n'est pas une mince affaire. La jungle y est incroyablement dense. Et en plus de cela, elle abrite de terribles prédateurs comme les anacondas, les jaguars, les caïmans, les piranhas, j'en passe et des meilleurs. Mais malgré tout cela, l'aventure cartographique de Fawcett a été couronnée de succès et semble même l'avoir laissé sur sa faim. De retour en Angleterre, Fawcett s'est mis à parcourir les carnets d'autres explorateurs dans l'espoir d'en apprendre plus sur les anciennes civilisations de l'Amazonie. Il lisait des articles sur les Incas et les Mayas et les grands empires qu'ils avaient bâtis.
Il pensait que si les Incas avaient été capables d'ériger un empire qui s'étendait sur 2 millions de kilomètres carrés, cela pouvait signifier que d'autres civilisations amazoniennes avaient pu y prospérer aussi. Au cours de ses recherches, Fawcett est tombé sur le rapport d'un explorateur du XVIe siècle. Celui-ci évoquait une ville au fin fond de la jungle amazonienne qui recelait une quantité inimaginable de pierreries. Une cité qui s'étendait sur 25 km sans le moindre interstice d'une maison à l'autre. Ce récit a nourri l'imagination de Fawcett jusqu'à atteindre un nouveau paroxysme. Dès ce moment, il est devenu obsédé par la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Pendant des années, Fawcett a exploré la forêt amazonienne, généralement à la recherche de ruines en pierre qui auraient pu indiquer des peuplements humains. Lors de ses dernières expéditions, il s'est concentré sur l'exploration de l'état du Mato Grosso, au centre du Brésil. Parti d'Europe, il s'est rendu dans la région inférieure du Rio Xingu. Le voyage jusqu'à la rivière Xingu lui prendrait environ 14 jours à pied. Ensuite, il embarquerait à bord de petites pirogues, accompagné de chefs autochtones qui connaissaient la région mieux que quiconque. La façon dont il communiquait avec les populations indigènes est encore un mystère, car il ne s'exprimait que dans des dialectes locaux. Certains chercheurs estiment que ce pourrait être la véritable raison pour laquelle il n'a jamais trouvé cette cité perdue. On pense qu'il aurait été incapable de communiquer ce qu'il recherchait avec exactitude. Et ce n'était pas là sa plus grande difficulté. Comme nous l'avons déjà établi, l'Amazonie n'est pas l'endroit le plus hospitalier pour ses visiteurs. Dans ses carnets de bord, Fawcett relate sa rencontre avec un anaconda de 18 mètres de long, à laquelle il a courageusement survécu. Il décrit des nuits blanches interminables et des réveils aux mains et aux pieds gonflés par les piqûres de moustiques. Certains de ses pairs affirmaient qu'il était aussi invincible qu'infatigable. Mais le jour est venu, lors de sa 8e expédition, où il n'est jamais rentré chez lui. Fawcett a disparu sans laisser la moindre trace. Certains soupçonnent même qu'il était sur le point de toucher au but. Le jour même de sa disparition, il a envoyé une lettre optimiste à sa femme disant qu'il n'y avait pas à s'en faire. Et qu'il se lançait dans une ultime recherche dont il était absolument certain. La tentative ratée de Fawcett pour découvrir des ruines semblait confirmer une réalité communément admise par les experts de l'époque, que cette forêt tropicale était bien trop inhospitalière pour supporter de grandes sociétés complexes, encore moins des villes. Les experts étaient convaincus que les cités perdues de l'Amazonie relevaient entièrement de la fiction. Du moins, jusqu'aux années 1960, lorsque des recherches modernes ont commencé à déceler des preuves qui suggéraient le contraire. Les chercheurs ont découvert des parcelles de sol extrêmement fertiles qu'ils ont appelées les terres noires. Et apparemment, ils en ont trouvé beaucoup en Amazonie, surtout le long des rivières. D'autres recherches ont même montré que ce type de sol était créé par les déchets humains ou le brûlis intentionnel des forêts, ce qui enrichit le sous-sol en nutriments. Ce qui ne pouvait que signifier le jackpot. La découverte de cette terre noire était la preuve que l'agriculture à grande échelle était possible et avait probablement existé au beau milieu de l'Amazonie. Ce qui confirme que des colonies auraient pu y prospérer après tout. Dans les années 1990, le long de la rivière Xingu au Brésil, une équipe d'archéologues de l'Université de Floride a fait une découverte remarquable. En travaillant aux côtés des populations autochtones, ils ont trouvé de très longs fossés. Après les avoir cartographiés, ils ont réalisé que ces fossés étaient les signes d'un peuplement de grande taille. Il s'agissait de vestiges de murs soigneusement conçus, centrés autour d'une place. D'autres étaient les restes de routes qui menaient à différentes colonies. En fait, cette partie de l'Amazonie, d'une taille équivalente à celle du New Jersey, était autrefois un réseau de plusieurs dizaines de peuplements qui, selon les experts, auraient pu abriter jusqu'à 50 000 personnes entre le XIIIe et le XVIIe siècle. D'autres découvertes ont été rendues possibles grâce à la télédétection par laser, un type de technologie qui permet aux chercheurs de prendre des photos satellites du sol de la forêt sans avoir à y mettre les pieds. Ainsi, un réseau de tranchées dans l'état de l'Acre, au Brésil, remonterait entre le IIIe et le XIIIe siècle. Ces traces suggèrent des peuplements qui auraient pu supporter environ 60 000 personnes. D'autres images, provenant des environs du Rio Xingu, laissent supposer des villes qui auraient pu abriter de 8 à 50 millions d'individus. C'étaient les villes perdues de l'Amazonie. Crois-le ou non, ces images suggèrent que Fawcett était très proche d'une découverte majeure. Il recherchait les ruines au bon endroit, mais il ne s'intéressait pas aux bons vestiges. Contrairement aux villes comme Cusco, dont la pierre était le matériau de construction principal, les implantations urbaines de l'Amazonie employaient le bois et la terre pour construire leurs cités. Ces matériaux se détériorent au fil du temps et se sont probablement décomposés.
Les trouver nécessitaient hélas une technologie un peu plus avancée que celle dont disposait Fawcett à son époque. Des spécialistes ont mis au jour le plus ancien village lacustre jamais découvert en Europe, caché sous les eaux du lac Doride, entre l'Albanie et la Macédoine du Nord. Ce lac, quant à lui, est également d'une ancienneté remarquable. On le considère comme l'un des plus anciens au monde. Avant cette découverte, un village situé dans les Alpes italiennes détenait le record avec environ 7000 ans d'existence. Cependant, des analyses par datation au radiocarbone révèlent que le village submergé du lac Doride a été édifié entre 6000 et 5080 ans avant notre ère, le rendant ainsi 1000 ans plus vieux que tout autre village en Europe. Ce village néolithique, qui abritait de 2 à 500 habitants, constitue l'une des toutes premières communautés humaines sédentaires connues. Cette découverte ne serait pas aussi fascinante sans le mystère qui l'entoure. Les habitants avaient érigé une forteresse de piquets de bois tout autour de leur village, vraisemblablement pour se protéger. Mais de quoi? Ce danger reste mystérieux. Les villageois ont pris soin de construire leurs habitations sur pilotis au-dessus du lac, en les entourant de ces défenses de bois. Pourquoi ces précautions élaborées? C'est précisément la question à laquelle les archéologues tentent de répondre. Existe-t-il d'autres implantations inhabituelles? Absolument. Prenez par exemple Göbekli Tepe. Ce site nous ramène aux origines même des premiers peuplements permanents et nous invite à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur l'émergence de sociétés organisées. Il semble que les habitants de cet endroit étaient particulièrement attachés à des pratiques spécifiques, probablement des rituels ou des rassemblements. Il y a environ 11 000 ans, ces anciens ont sculpté d'immenses blocs de calcaire et, d'une manière encore mystérieuse, les ont transportés de l'autre côté du monticule. Ces pierres, décorées de gravures d'animaux et de figures humaines, étaient disposées en cercle, comme des toiles témoignant de leur mode de vie. Sous ces pierres, on retrouve les mêmes piliers massifs que ceux érigés de l'autre côté du monticule. Près de 250 de ces piliers émergent à la surface, et les fouilles en ont révélé environ 60 autres. Ces éléments sont autant de messages venus du passé, nous livrant des indices sur la vie et les activités des personnes ayant habité ces lieux. Ces découvertes bouleversent les chronologies et les interprétations classiques des premières sociétés humaines. Bien que Göbekli Tepe soit devenu une destination prisée des touristes, un autre site à proximité, Karahan Tepe, reste moins connu, mais tout aussi remarquable. Ces deux sites défendent l'idée selon laquelle l'élevage aurait conduit à la sédentarisation. Il semblerait plutôt que les populations se soient d'abord établies en un lieu fixe, avant d'entamer la domestication animale. Ils remettent également en question l'hypothèse traditionnelle selon laquelle les sociétés organisées auraient émergé à la suite de l'agriculture. Ces sites anciens laissent entendre que des communautés structurées existaient avant même le développement agricole, et qu'elles pratiquaient sans doute des rituels cultuels ou communautaires. Ces structures suggèrent des fonctions complexes et polyvalentes plutôt que simplement religieuses. Les gens se rassemblaient dans ces lieux pour discuter et raconter des histoires, favorisant une identité collective. Ces bâtiments pourraient marquer les débuts d'une communauté cohésive, montrant l'émergence de hiérarchies horizontales et de partage des connaissances. Partons maintenant de l'autre côté du globe. Au Mexique, des pyramides méconnues, âgées d'environ 1500 ans, méritent qu'on s'y attarde. Ces édifices ont défié les siècles grâce à un ingrédient unique provenant du figuier de Barbarie. Ce cactus a permis aux bâtisseurs indigènes de concevoir ces merveilles architecturales du monde antique. Ces pyramides de roches volcaniques grises s'élèvent comme une chaîne de montagnes miniatures. En nous approchant, on distingue les marches parfaitement gravées dans la roche dure, formant un escalier monumental sur la plus haute pyramide. Deux autres structures, appelées la Maison du Vent et la Maison de la Nuit la plus longue, illustrent également cette maîtrise. Selon la légende, ces structures abritaient des trésors. Ce n'est pourtant qu'au début des années 2000, avec les fouilles entreprises par des archéologues mexicains, que leurs secrets ont commencé à être dévoilés. La Maison des 13 cieux, édifiée autour de 540 avant notre ère, servait à marquer le passage du temps. À une époque où les horloges et les calendriers n'existaient pas,
les anciens se référaient aux astres pour repérer les dates importantes. Cette pyramide agissait comme un calendrier cosmique. Ses angles étaient alignés avec les solstices et les dates essentielles pour les semailles et les récoltes. Aujourd'hui encore, en montant ces marches, le soleil s'aligne parfaitement avec un coin spécifique de la pyramide. Mais ces édifices ne se contentaient pas de suivre le cours du temps. Les archéologues Quiroz et Zepeda cherchent à en percer les mystères. Parmi les artefacts découverts, ils ont constaté que les anciens bâtisseurs utilisaient une substance adhésive provenant des feuilles du figuier de Barbarie pour solidifier leur construction, une technique encore employée par certains peuples autochtones. Les révélations se succèdent. La maison des 13 cieux a même livré un squelette, plus ancien que la pyramide elle-même, d'environ un millénaire. Ce détail indique que les anciens ont transporté ce corps pendant près de 950 ans, ajoutant ainsi un autre mystère à ce site fascinant. Prochaine étape, la Duna de Bologna, une dune espagnole recelant des ruines romaines enfouies. Située aux confins de l'Europe, face à l'Afrique du Nord, cette formation sablonneuse dépasse les 30 mètres de hauteur et 200 mètres de largeur. Sous l'effet des vents, la dune se déplace, dévoilant progressivement des fragments d'histoire profondément enfouis. Avec le changement climatique, ces vents s'intensifient, accélérant la migration de la dune et révélant des traces des anciens habitants de cette région. Les archéologues, en fouillant cette zone, ont mis au jour d'antiques sépultures. Imaginez parcourir ce dédale de sable pour tomber sur ces tombes chargées d'histoire. Le sable, tel un gardien, a protégé des ossements, des bijoux et des pointes de flèches. Mais ce n'est pas tout. À proximité se trouve un site archéologique du IIe siècle avant notre ère, datant de l'époque où les Romains s'y étaient établis. Ils y avaient bâti une ville complète, avec des thermes, un théâtre et un temple, le tout érigé sur les vestiges d'un ancien établissement phénicien. Il y a bien longtemps, un tremblement de terre a contraint les habitants à abandonner la ville, qui est restée ensevelie sous le sable pendant des siècles. Aujourd'hui, historiens et archéologues espèrent que ce paysage en perpétuel mouvement révélera encore d'autres secrets. Souhaitons que cette capsule temporelle de sable soit préservée et continue à transmettre ses histoires aux générations futures. Au Pérou, des archéologues étudient le passage du Condor, un couloir secret vieux de 3000 ans. Curieux? Ce passage a été mis au jour à Chavin de Huantar, une ancienne cité où vivait le peuple Chavin, située à environ 300 km de Lima, la capitale péruvienne. Le peuple Chavin était réputé pour son talent artistique. Fascinés par les oiseaux et les félins, ils intégraient souvent ces motifs dans leurs œuvres. Bien avant l'avènement de l'empire Inca, ils figuraient parmi les premières sociétés sédentaires des hauts plateaux andins, cultivant ces terres 2 millénaires avant l'apparition des Incas. Dans un des édifices du temple, les archéologues ont découvert ce passage dissimulé, qu'ils ont surnommé le passage du Condor. Ce couloir, resté fermé pendant des siècles, conduit à plusieurs salles du temple, offrant un aperçu rare de la vie de l'époque. Lara Croft pourrait s'en donner à cœur joie. À l'intérieur de ce passage secret, les chercheurs ont trouvé des objets fascinants. Notamment une imposante poterie, plus lourde qu'un sac de pommes de terre et ornée de la tête et des ailes d'un condor. C'était par ailleurs un symbole de pouvoir pour les anciens Andins. Les fouilles ont également mis au jour d'autres poteries, toutes découvertes en mai 2022, au moment de l'ouverture de cette entrée dissimulée. Tout cela est donc plutôt récent. Le complexe de temples recèle encore d'autres structures, comme des terrasses, et bien d'autres mystères restent encore à découvrir. Progresser dans ces passages cachés pose de nombreux défis. Les archéologues ont donc eu recours à des caméras montées sur des robots pour explorer les lieux sans risquer de les endommager ou d'y rester coincés. Attendons de voir ce que ces fouilles révéleront encore d'incroyable. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace.
D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour. 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante
et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce, la communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence, et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné, les participants courent le long de la muraille. Tartessos, une société mystérieuse et très avancée qui a autrefois prospéré, puis disparu soudainement sans crier gare. Mais avant leur disparition totale, ils ont accompli des rituels étranges, comme s'ils cherchaient à se protéger de quelque chose. Qu'a-t-il bien pu leur arriver? Essayons de le découvrir ensemble. Nous nous rendons dans le sud-ouest de l'Espagne, il y a environ 2500 ans. Autrefois se trouvait ici une splendide cité, le centre de commerce de Tartessos. Imaginez un temple au cœur d'une ville désertée, un édifice monumental de 2 étages à couper le souffle. Une puissante odeur de viande grillée emplit l'air, et la fumée s'élève haut dans le ciel, embaumant tout le sanctuaire. Le soleil s'est déjà couché. Il est temps de se préparer pour le rituel. Nous pénétrons dans l'ancienne salle monumentale. À l'intérieur, des centaines de personnes se rassemblent autour d'une longue table en bois, ornée de poteries délicates et de bols faits de bronze. Ils boivent et festoient. Ces gens s'amusent bien plus que les animaux à l'extérieur du bâtiment qui sont en train d'être préparés pour le rituel. Chevaux, vaches, cochons, ânes et même des chiens. Tous ont été amenés ici pour apaiser les divinités. Et ce qui se passe après le rituel est encore plus incroyable.
À la fin de la cérémonie, les gens saisissent des torches et incendient tout le bâtiment. Tout est réduit en cendres et en braises rougeoyantes. Et lorsque les dernières s'éteignent, on attrape des pelles et on commence à ensevelir l'endroit. Il leur faudra plusieurs jours pour enfouir l'ancien sanctuaire sous des tonnes de terre. Ils travaillent sans relâche. À certains endroits, l'épaisseur des couches de boue et d'argile atteindra plus de 4 mètres. Puis, ces gens, les derniers Tartésiens connus, quittent simplement l'endroit et disparaissent de notre monde, pour toujours. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils fait tout cela? Commençons par le commencement. Tartessos a été mentionné pour la première fois dans des textes grecs et romains il y a plusieurs milliers d'années. Mais pendant longtemps, nous ne savions pas exactement de quoi il retournait. Toutes ces descriptions étaient aussi confuses que contradictoires. Certains archéologues pensaient que Tartessos était un port maritime. D'autres croyaient qu'il s'agissait d'une rivière ou d'un réservoir. Certains allaient même jusqu'à suggérer un lien avec la mythique Atlantide, une idée vite rejetée par la communauté scientifique, faute de preuves. Mais aujourd'hui, enfin, nous connaissons la vérité. Tartessos était une ancienne civilisation située sur la péninsule ibérique, l'une des régions les plus méridionales d'Europe. Elle a prospéré du 9e au 5e siècle avant Jésus-Christ, avant de disparaître soudainement, il y a environ 2500 ans. Cette civilisation était prospère. La région possédait d'importantes réserves de métaux, se favorisant une économie florissante. De l'argent, du cuivre, du plomb et d'autres ressources étaient extraits des montagnes locales de la Sierra Morena. Presque tous les habitants s'adonnaient au commerce, une activité répandue chez eux. N'est-il pas étrange qu'il reste si peu de traces de leur existence? Peu de monuments de leur culture ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. En tout, les scientifiques ont pu identifier environ 20 sites archéologiques liés à Tartessos à travers toute l'Espagne. 3 d'entre eux ont été mis au jour dans la vallée du Guadiana. Cancho Roano, Casas del Turuñuelo et La Mata. Commençons par le premier. Cancho Roano a été découvert en 1978. Cette trouvaille est l'une des pièces les plus significatives du puzzle tartésien. Il s'agit de l'une des structures les mieux conservées de cette civilisation. Non seulement les murs ont survécu jusqu'à nos jours, mais également l'autel, le fossé qui l'entourait et plusieurs artefacts, tels que des bijoux et des gobelets. C'était un bâtiment carré entouré d'un profond fossé rempli d'eau. Et pour être honnête, nous ne connaissons toujours pas sa fonction exacte. Nous supposons simplement qu'il pourrait s'agir d'un ancien temple. Certains rituels y étaient pratiqués, comme l'incendie du temple suivi de son ensevelissement sous d'épaisses couches de sable et d'argile. On y a même laissé quelques précieux artefacts, comme des outils et des bijoux en or. Passons à la découverte suivante. Casa del Turuñuelo est également l'un des complexes de cette époque les mieux préservés de tout le bassin méditerranéen occidental. Découvert il y a seulement quelques années, en 2015, il n'a pas encore été entièrement étudié. Mais nous savons déjà que cet endroit était plutôt étrange. Casas del Turuñuelo était un bâtiment somptueux et non un simple campement. On parle d'un lieu à l'architecture monumentale et impressionnante, avec de vastes escaliers, des voûtes au plafond, des matériaux raffinés venus de tout le pourtour méditerranéen, et les toutes dernières technologies de construction. C'était censé être un lieu de pouvoir, peut-être même un palais. Et oui, cet endroit est également devenu le décor de terribles rituels. On ne sait pas vraiment si les Tartésiens avaient dans l'intention de détruire ce lieu magnifique dès le début, mais c'est ici qu'ils ont réalisé le plus grand rituel de la région, impliquant plus de 50 animaux, y compris les plus précieux, les chevaux, qui étaient leur seul moyen de transport. Le fait qu'ils aient de sacrifier leurs chevaux peut indiquer qu'ils prévoyaient de rester ici pendant un certain temps. Peut-être espéraient-ils apaiser les dieux et s'établir sur ces terres. Le rituel a été réalisé exactement tel qu'ils le souhaitaient. Et, tout comme Cancho Roano, l'endroit a également été incendié. Une fois le rituel achevé, les habitants ont enseveli le site et sont repartis, disséminés à travers la péninsule ibérique. Aujourd'hui, c'est un lieu tranquille et déserté. Tout comme Cancho Roano, il se dresse ici intact depuis plus de 2000 ans. Notre dernière découverte est celle de La Mata,
mise au jour bien plus tôt que les deux autres, en 1930. La ressemblance entre elles est frappante, car l'Amata a connu le même sort. Elle a été incendiée et oubliée pendant des siècles. Tout cela reste très étrange. Il semble que les Tartésiens fuyaient quelque chose. Peut-être que des événements les ont poussés à construire ces salles de banquet et à organiser des rituels à grande échelle. Ils ont pu croire que les dieux s'étaient détournés d'eux et auront tenté de les apaiser. Mais hélas, cela n'a pas fonctionné. En conséquence de quoi, ils ont été contraints de quitter leur temple et ont vite disparu à jamais. Et d'ailleurs, pourquoi ont-ils disparu après tout? Eh bien, c'est un autre mystère de cette civilisation. Une des questions les plus importantes est, savaient-ils qu'ils allaient disparaître ou cela a-t-il été inattendu? Ont-ils essuyé une catastrophe soudaine à laquelle ils tentèrent d'échapper? Ou était-ce autre chose? Les scientifiques ont plusieurs théories à ce sujet. La première théorie avance que plusieurs grands tremblements de terre et tsunamis consécutifs auraient pu se produire dans la région. Ces catastrophes naturelles auraient détruit ces peuplements et fortement démoralisé les survivants. Peut-être cherchaient-ils à échapper à cela. Une autre théorie évoque certains problèmes d'ordre commercial. Étant riches en minerais et dépendants de leur économie, tout problème à ce niveau aurait pu entraîner de graves difficultés. S'ils avaient connu une crise minière, alors les relations entre différentes nations auraient pu se détériorer considérablement, rendant la situation très difficile. La vérité se trouve probablement quelque part entre ces théories. La plus récente suggère qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, un tsunami de grande ampleur aurait frappé le port de Tartessos, endommageant gravement l'économie et détériorant les relations de Tartessos avec ses voisins. Quoi qu'il en soit, tout cela relève de la spéculation. Ce site est une véritable mine d'or pour les archéologues. Il renferme une quantité immense d'informations et de secrets qui attendent encore d'être dévoilés. Les Tartésiens n'avaient aucune idée qu'en enterrant leurs artefacts, ils offraient un cadeau inestimable aux futurs chercheurs. Et tandis que les scientifiques poursuivent leurs recherches, nous pouvons d'ores et déjà admirer les découvertes faites jusqu'à présent. Les amateurs d'histoire peuvent admirer des outils tartésiens, des figurines de chevaux et des pièces en ivoire décorées au musée archéologique de Badajoz. Espérons que dans le futur, les archéologues en apprendront davantage sur cette civilisation et que nous découvrirons enfin ce qui leur est arrivé. Bien le bonjour. Que diriez-vous de découvrir quelques artefacts cool et insolites du passé? Eh bien, allons-y. Avez-vous déjà entendu parler des miroirs magiques chinois? Ces miroirs étaient faits de bronze massif et ils avaient deux faces. L'avant était une surface polie brillante, similaire à nos miroirs typiques. C'était l'arrière qui faisait la magie. Lorsqu'une lumière vive frappait le miroir, on avait l'impression qu'il était transparent, et le dessin au dos de celui-ci était projeté sur le mur. L'arrière pouvait avoir différents motifs en fonction de ce que son créateur voulait représenter. Étant donné que le miroir était fait de bronze, personne ne s'attendait à ce que cette illusion d'optique se produise. Ces anciens artefacts remontent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ils sont devenus populaires en Chine et ont été produits en grand nombre à l'époque. Finalement, leur renommée s'est estompée. Pendant des siècles, la magie de ces miroirs a déconcerté à la fois le public et les érudits. Au XIe siècle, le savant chinois Shen Kuo a décidé d'étudier ces miroirs. Par chance, il en avait 3. Il a été surpris par la capacité du métal à se comporter comme s'il était transparent. Il pensait que certaines techniques de trempe avaient créé des rides à la surface du miroir pour le rendre translucide. Pourtant, ces rides étaient imperceptibles à l'œil humain. Il s'avère qu'il avait raison. De nombreux chercheurs ont essayé de percer le secret des miroirs ouverts au fil des siècles, mais tous sont restés bredouilles. Finalement, en 1932, un certain William Bragg a découvert que Shen Kuo avait vu juste depuis le début au sujet de ces rides de surface imperceptibles. De temps à autre, les gens ouvrent plusieurs onglets dans leur navigateur et arrivent à un point où il n'y a plus de place pour en ouvrir un nouveau. Apparemment, cela se produisait aussi bien avant l'invention des ordinateurs et d'Internet. Voici le navigateur du XVIe siècle. Il s'agit d'une rousse à livres grandeur nature. C'est une sorte d'étagère de bibliothèque rotative, faite sur mesure. Gregory Haworth, un médiéviste et spécialiste des sciences textuelles, affirme que cet outil avait un système d'engrenages épicycloïdaux.
Cela signifie que la roue à livre avait un principe de fonctionnement semblable à celui d'un système planétaire, à savoir que un engrenage tourne autour d'un autre. Les rayons du mécanisme conservent une inclination constante de 45 degrés qui retient les livres en toute sécurité pendant que la grande roue tourne. Auparavant, les gens utilisaient cet outil pour rédiger des encyclopédies et pour recopier des œuvres classiques. Dans ce genre de travail, une personne doit avoir de nombreux livres ouverts en même temps afin de pouvoir consulter facilement des informations provenant de différentes sources. L'ingénieur italien Agostino Ramelli aurait été l'inventeur de cette machine de la Renaissance. Et si je vous disais que des pêcheurs d'éponges en Grèce ont accidentellement retrouvé un ordinateur antique? Ils ont extrait cet artefact d'une épave près de l'île d'Anticythère en 1901. Les scientifiques l'ont baptisé le mécanisme d'Anticythère et le considèrent comme le plus ancien ordinateur mécanique jamais découvert. La machine ressemble à un morceau de bronze, mais elle présente une sorte de mécanisme composé de roues et d'engrenages. Les experts ont donc d'abord supposé qu'il s'agissait d'un outil d'astronomie. Toutefois, grâce à la radiographie, ils ont découvert que l'instrument était bien plus complexe qu'ils ne l'avaient d'abord pensé. L'artefact était destiné à calculer les positions astronomiques, à suivre le cycle de 4 ans des Olympiades, et bien d'autres choses. Il contenait une boîte avec des cadrans sur l'extérieur ainsi qu'un assemblage de roues dentées. On ignore toujours qui a bien pu construire un instrument doté d'un tel niveau de complexité il y a stocké et pourquoi cette technologie a été perdue. Après avoir constaté à quel point l'appareil était sophistiqué, les chercheurs ont bien dû accepter que leur perception de l'ingénierie grecque antique était erronée. Le professeur Michael Edmonds de l'université de Cardiff admet que, sur la base des connaissances mises à leur disposition, ce mécanisme ne devrait même pas exister. Edmonds affirme que la machine est unique en son genre et que ses calculs astronomiques sont précis. Pour lui, le mécanisme d'Anticythère serait plus précieux que la Joconde. En 1929, des chercheurs travaillant au musée du palais de Topkapi, en Turquie, ont découvert une carte. Elle est devenue célèbre comme étant la plus ancienne carte à représenter les Amériques. Le capitaine Piri Reis a lui-même tracé cette carte détaillée sur une peau de gazelle en 1513. Il a illustré l'Europe, l'Afrique du Nord, la côte du Brésil et plusieurs îles, comme les Açores et les îles Canaries. Le plus excitant est qu'il a créé cette carte seulement 21 ans après que Colomb ait posé le pied sur le Nouveau Monde. Enfin, il était nouveau pour lui. Piri Reis était un cartographe et un amiral accompli à la tête de la flotte ottomane. Cependant, lorsqu'il a tracé cette carte, il ne s'est pas seulement appuyé sur sa propre expertise en matière de navigation. Il l'a créée en compilant et en faisant référence à 20 autres cartes régionales, comme la carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises et la carte des parties occidentales dessinée par Colomb. Oui, la partie qu'il a obtenue de Colomb a fait battre le cœur de nombreux historiens. Ce dernier l'avait tracée lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde et l'avait faite parvenir en Espagne en 1498. On suppose qu'elle a été perdue. Étonnamment, les historiens peuvent maintenant comprendre ce que Colomb avait relevé en regardant la carte de Piri Reis. Anecdote amusante. Il a également dessiné une autre carte du monde en 1528. Même si seul à peu près 1/6 de cette carte a subsisté, il est clair qu'elle décrit la partie nord-ouest de l'Atlantique, la région allant du Venezuela jusqu'à Terre-Neuve et la pointe sud du Groenland. La carte figurait également l'Antarctique des siècles avant sa découverte. Les historiens ont dû repenser la chronologie de l'histoire après avoir obtenu cette information sensationnelle, car Piri Reis avait décrit en détail la topographie de l'Antarctique sans ses glaces. Dans les années 1930, des ouvriers ont découvert des dizaines de sphères mégalithiques au Costa Rica. Localement, elles sont connues sous le nom de bola de piedra, littéralement les boules de pierre. Elles ont été fabriquées par une civilisation depuis longtemps oubliée. Ce qui est intéressant au sujet de ces sphères, c'est leur forme. Elles sont parfaitement rondes. Comment d'anciennes peuplades ont pu produire des formes aussi précises demeure un mystère. Les sphères sont de tailles différentes. Imaginez-en une petite, comme une balle de tennis. Puis placez-en une autre à côté, de 2 mètres de diamètre. Les sphères les plus grandes pesaient jusqu'à 16 tonnes. Les archéologues sont certains que ces boules sont d'origine humaine. Pourtant, leur fonction reste incertaine. Certains prétendent que ces sphères pourraient même représenter le système solaire, ou pourraient en avoir été inspirées par les différentes phases du Soleil et de la Lune.
D'autres avancent que la disposition des pierres ferait référence aux maisons des différents chefs de cette culture. La plupart de ces sphères de pierre ont été sculptées à partir de granodiorite, une roche dure, similaire au granit. Les experts pensent que les anciens utilisaient des pierres plus petites, du même matériau comme outil pour façonner les sphères. Ils pensent également que les sculpteurs en ont probablement chauffé certaines parties avant de les refroidir rapidement. Cela aurait pu les aider à extraire les couches extérieures de ces roches. Notre objet suivant est ce qui semble être une ancienne pile électrique découverte en Irak en 1936. L'ensemble se compose d'un pot en céramique, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer. En haut, la tige de fer est isolée du cuivre par de l'asphalte. Et à la fois la tige et le cylindre rentrent dans l'ouverture du pot. Le cylindre en cuivre n'est pas étanche. Donc, si le pot était rempli d'un liquide, celui-ci baignerait également la tige de fer. Les archéologues se sont davantage concentrés sur la tige de fer oxydée, car le récipient aurait juste eu besoin d'être rempli d'une substance acide ou alcaline pour produire une charge électrique. Après avoir examiné cet étrange artefact, un archéologue autrichien du nom de Wilhelm König a émis l'hypothèse que l'instrument utilisait des réactions chimiques pour générer de l'électricité. C'est pourquoi on a comparé l'instrument à une batterie. Une ancienne civilisation aurait pu s'en servir pour une sorte d'électrothérapie. Cependant, aucun objet électrolytique de cette période n'était encore connu. Ainsi, l'hypothèse de König a été rejetée par de nombreux archéologues, mais personne n'a non plus été en mesure de la réfuter totalement. L'origine et la fonction de ce récipient restent vagues à ce jour. Vous voulez voir le plus ancien atelier d'art du monde? En 2011, des archéologues ont retrouvé des coquilles vieilles de 100 000 ans dans une grotte sud-africaine. Ces coquillages étaient utilisés pour fabriquer de la teinture. Un revêtement de poudre rouge vif à l'intérieur d'une paire de ces coquilles en est la preuve. Les archéologues affirment qu'ils ont découvert un kit complet utilisé pour produire un mélange pigmenté. Dans une autre partie de la grotte, plusieurs peintures étaient exposées avec de petites étiquettes de prix dessus, destinées à la vente. Non, je plaisante, bien que celle-ci rendrait vraiment bien au-dessus de mon canapé. Ouf! Cet été aura été plus chaud que jamais. Nous avons l'impression d'être des brochettes de guimauve cuites sur le grill. Certes, le monde devient plus chaud, mais certaines régions ont toujours dû lutter contre des températures élevées. Il s'avère que les gens avaient aussi des inventions pour se rafraîchir dans l'Antiquité. Et certaines d'entre elles fonctionnent toujours, même 3000 ans plus tard. Voyons comment les gens se sont protégés de la chaleur tout au long de l'histoire. Mets un glaçon dans ton soda et prépare-toi à découvrir comment les gens survivaient à la chaleur. En parlant de glaçons, sais-tu que les Perses avaient mis au point un système de stockage de la glace? Dans les déserts de la Perse ancienne, les gens ont eu une idée hors du commun pour éviter que leur nourriture ne se transforme en gâchis à moitié fondu. Ces Perses ingénieux sont tombés sur une astuce de physique qui leur a permis de créer de la glace au milieu du désert. Ils ont appelé ces structures yakshals, ce qui signifie en fait puits de glace. Ces puits de glace n'étaient pas des glaciers ordinaires. Ils s'étaient comme des réfrigérateurs ou souterrains secrets. De l'extérieur, les yakshals ressemblaient à des structures faites de briques et de boue en forme de dôme, mais à l'intérieur, c'était un tout autre monde. Ces fosses à glace étaient dotées d'un système de refroidissement par évaporation qui fonctionnait comme par magie. La nuit, lorsque le désert se refroidissait, les Perses exploitaient l'effet de refroidissement radiatif. Ils ont aménagé des tranchées intelligemment conçues pour contenir de fines couches d'eau. L'eau gelait, défiant la chaleur du désert. Il y avait aussi des aires de stockage souterraines. Les Perses récupéraient de l'eau glacée qui fondait dans ces tranchées fraîches et, pendant la nuit, ils la congelaient à nouveau, tirant ainsi le meilleur parti possible du refroidissement naturel du désert. Pour ajouter à cet effet de refroidissement, ils ajoutaient un mur pour abriter les zones de stockage du soleil brûlant de la mi-journée. Et ce n'est pas tout. Ils disposaient d'une fantastique structure appelée le Badgair, qui captait la brise et la dirigeait directement vers les fosses de glace. De l'air frais et une brise glacée, la combinaison gagnante. Ils disposaient même de canaux complexes, appelés des kanates, pour acheminer l'eau des montagnes voisines jusqu'aux puits de glace et aux maisons. Au fil du temps, ces yakshals sont tombés en désuétude, et la technologie moderne a pris le dessus. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles.
En Iran, des gens formidables restaurent ces anciennes glacières. Alors, si tu te retrouves un jour dans ce désert, n'oublie pas de visiter ces sites incroyables et d'assister en direct au génie des anciens Perses. Maintenant, on aimerait se concentrer davantage sur ces attrape-vents parce qu'ils ne servent pas seulement à fabriquer des glaçons, mais aussi à se refroidir. À l'époque, ces merveilles architecturales ingénieuses faisaient fureur dans des contrées comme la Perse, l'Égypte et le Moyen-Orient. Imagine des structures en forme de tour avec des ouvertures à différents niveaux stratégiquement placées pour exploiter la puissance de la brise naturelle. Ces ouvertures étaient comme des portails magiques pour le vent. Elles captaient ces rafales rafraîchissantes et les guidaient directement dans les espaces de vie des habitations. En fait, il s'agissait de climatiseurs naturels. La brise s'écoulait gracieusement vers le bas, rafraîchissant le sol tout en virevoltant à travers le bâtiment. Le secret réside ici dans les détails. La hauteur de la tour, le nombre de côtés, les ouvertures et le positionnement des pales intérieures. Tuju unrolled dans l'efficacité des tours éoliennes. Grâce à ces capteurs de vent, les sociétés anciennes pouvaient profiter de températures intérieures agréables sans trop transpirer. Peux-tu imaginer vivre à cette époque? Sentir la douce brise souffler dans ton palais, te procurant une sensation de fraîcheur et de bien-être? On attribue souvent aux Perses l'invention de ces impressionnants attrape-vents. Mais n'oublions pas l'Égypte. On y trouve des traces de structures similaires, datant de 1300 ans avant notre ère. Oui, l'invention des attrape-vents a peut-être eu lieu dans l'Égypte ancienne, mais c'est à Yazd, en Iran, que l'on trouve le plus grand nombre d'entre eux. Les vents n'auraient pas pu y vivre sans ces anciennes climatiseurs, car il ne pleuvait pratiquement pas dans cette région tout au long de l'année. Observons maintenant ces extérieurs perforés à double paroi. Imagine que tu habilles un bâtiment d'un écran perforé sophistiqué. C'est comme si tu donnais un coup de jeûne à l'extérieur tout en gardant la fraîcheur à l'intérieur. Cette technique de génie permet tout d'abord de disperser la lumière du jour sans que les rayons du soleil ne nous aveuglent. L'écran fait également de l'ombre, offrant à l'intérieur du bâtiment un répit bien mérité contre le soleil ardent. Il s'agit en quelque sorte d'un chapeau de plage naturel pour ta maison. En plaçant cet écran à environ 1 mètre des murs extérieurs, on crée un couloir de rêve où l'air frais circule librement. Et bon, ils ajoutent aussi une touche d'élégance au bâtiment. Ces structures sont parfois appelées jalis. À Jaipur, en Inde par exemple, la température moyenne pendant la journée est d'environ 38 degrés. Ces structures sont donc cruciales. Les jalis se présentent sous différentes formes, en pierre, en stuc ou en bois. C'est un symbole culturel profondément ancré dans l'architecture indienne. On retrouve sa présence intrigante dans des bâtiments historiques emblématiques, tels que le majestueux Taj Mahal et le grandiose Fort Rouge de Delhi. Mais ce n'est pas là qu'une chose du passé. Les jalis sont toujours présents dans l'architecture moderne et leur charme a suscité la créativité d'artistes et de concepteurs du monde entier. Il orne l'extérieur du bâtiment, sa section transversale présentant une ouverture plus grande à l'extérieur et plus étroite à l'intérieur. C'est là que l'effet Venturi entre en jeu pour étaler sa physique. Lorsque l'air s'écoule dans ce passage rétréci, il prend de la vitesse, ce qui crée une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. L'air soufflant à une vitesse plus élevée est comprimé, et lorsqu'il est relâché, se refroidit. Le moucharabier est un treillis ou un écran en bois utilisé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces merveilles décoratives ressemblent à des stores de fenêtres. Mais ils ne se contentent pas d'être jolis, ils sont aussi ingénieux. Ils protègent de ton intimité tout en te protégeant du soleil et laissent entrer l'air frais et la lumière. Certaines personnes adjoignent également des pots en terre cuite remplis d'eau, de sable ou de paille humide à leur création. Lorsque l'air chaud passe par les trous, il traverse également la surface poreuse du pot. L'humidité contenue dans le pot s'évapore et rafraîchit l'air. Il s'agit d'une technique peu coûteuse idéale pour les climats chauds et secs. Elle est respectueuse de l'environnement et ne nécessite pas d'électricité. Très bien, avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Les concepteurs font preuve de créativité et associent la sagesse traditionnelle à la technologie moderne. Les tours Al-Bahar d'Abu Dhabi ne sont pas en reste. Imagine plus de 2000 panneaux hexagonaux qui dansent au gré des mouvements du soleil pour ombrager l'intérieur du bâtiment.
L'évaporation de l'eau était une autre arme secrète des anciens, simple mais très efficace. De plus, les Égyptiens de l'Antiquité suspendèrent des tapis et des rideaux mouillés dans l'embrasure des portes. Lorsque l'air passait à travers eux, ils se refroidissaient, ce qui permettait de se protéger du soleil brûlant. Les architectes de l'Antiquité étaient bientôt passés maîtres dans l'art de maximiser la circulation de l'air. Ils savaient comment assurer une ventilation transversale et laisser l'air chaud s'échapper tout en invitant de l'air plus frais à l'intérieur. Si l'on se reporte sur la Rome antique, les bains publics étaient l'endroit en vogue à l'époque. Les gens s'y réunissaient pour discuter de politique, faire du sport et bien sûr se baigner pour se détendre. Le frigidarium était l'endroit le plus frais des thermes romains. Après un bain de vapeur dans le caldarium, les Romains se précipitaient dans cette piscine géante pour se détendre. Dans certains endroits, comme la Cappadoce en Turquie, les gens se sont déplacés sous terre pour s'abriter de la chaleur. Ils y ont creusé des maisons douillettes, à même la roche volcanique, exploitant les pouvoirs de refroidissement naturel de la Terre. La leçon à tirer est donc simple. Les architectes et les concepteurs peuvent créer des merveilles en combinant les traditions locales et des technologies de pointe. La vallée de la mort, en Californie, s'enorgueillit d'avoir la température la plus élevée, officiellement enregistrée à ce jour, avec 57 degrés en 1913. Quant au record de chaleur en Afrique, il s'élève à 55 degrés, relevé en 1931 à Kébili, en Tunisie. En Europe, la température la plus élevée jamais enregistrée a atteint près de 49 degrés en Sicile en août 2021.